Alors la méphédrone, pendant un moment, c'était vendu par un site d'aromathérapie comme un truc qui mettait des bonnes ondes dans la maison, enfin un truc absolument incroyable. Et ils n'hésitaient absolument pas à injecter ça, et nous, ça nous a vachement interrogés. On s'est dit, voilà, c'est une prise de risque multipliée par 40 millions, quoi, parce que c'est un produit, on ne sait même pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert. Alors peut-être qu'eux sont certainement beaucoup plus experts que nous, parce que nous, on n'a pas justement cette culture de ces nouveaux produits-là. Et je trouve ça vachement important de savoir, est-ce qu'on a du recul, est-ce que dans vos forums, on explique les modes de prise, enfin voilà, tout ça. Alors ouais, bon, alors déjà, on préconise toujours la voie orale pour 99% des substances. Je pense que la voie orale est clairement la voie d'administration la plus safe. Il n'y a pas photo là-dessus. Entre le sniff qui peut parfois perforer, enfin qui peut mener jusqu'à la perforation du clone nasal, et l'intraveineuse qui fatigue quand même bien les veines au bout d'un moment. Bon, il y a aussi une nouvelle technique qui s'appelle le plug aussi. Le plug, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc voie rectale, ouais. Donc par voie rectale, hein, savoir que ça apparaît être comme une méthode relativement safe également. Selon l'acidité du produit. Ouais, voilà. Juste un petit commentaire, pour le coup je suis pharmacien de formation. La voie rectale, je la trouve effectivement intéressante pour des alternatives, notamment à l'injection quand une personne a des abcès ou un problème et qu'elle ne peut vraiment pas injecter son produit, mais qu'elle tient absolument à consommer son produit, ou que par exemple la seringue est tellement pleine de sang que ça commence à coaguler, enfin elle n'en peut plus. Donc effectivement je trouve ça intéressant, mais la voie rectale reste une muqueuse extrêmement fragile. Donc je pense qu'il ne faut pas en abuser, parce qu'effectivement pour le coup si la muqueuse est abîmée, là ça devient très compliqué, hein. Donc voilà, je ne dirai pas plus de mots sur ça, mais il faut quand même avoir conscience de cette prise de risque. Merci. Je suis très d'accord, ça illustre beaucoup ce genre de produit. Moi c'est Thomas, je travaille à Sud. Pardon. Sinon je viens de découvrir une technique que j'ai pas encore expérimentée, mais c'est dans le RC de Technoplus. C'est la dilution dans une bouteille, dilution milligrammes par millilitre, qui permet de mieux doser. Les produits 25 mg par exemple, c'est le dosage moyen, quoi. Oui, juste pour vous apporter une précision, c'est qu'effectivement si par exemple vous avez un produit, vous le mettez dans l'eau et ça vous permet plus facilement de fractionner en fait les prises et du coup d'avoir des prises plus homogènes en fait et des toutes petites. Une précision, après je pense qu'on va passer à l'analyse de drogue, à notre pharmacien. Ouais. Je voudrais apporter quelques précisions là-dessus. Je m'appelle Grégory Faux, je suis coordinateur de la mission XBT, médecin du monde dont Olivier va vous parler. Je suis aussi coordinateur du dispositif Train Synthèse à Paris. Et donc on s'intéresse à cette question depuis de nombreuses années maintenant. Par rapport à la dilution, c'est un moyen de pouvoir un peu mieux maîtriser la marge d'erreur, c'est-à-dire que plus on a un produit fortement concentré, plus l'erreur va être importante. Si on a un produit moins concentré, si on fait une petite erreur de quantité, la quantité de produit actif en lui-même va être moindre. Donc on va avoir une marge d'erreur plus importante, donc c'est pour ça l'intérêt de la dissolution en l'occurrence. Après, par rapport à tous les RC et la toxicité, la nocivité de tous ces produits, on a effectivement très peu de recul comparé aux produits dont tu parlais tout à l'heure, Marie. Pour plusieurs raisons. Non seulement ça n'a pas été étudié, ça vous l'avez très bien dit tout à l'heure, avant d'être mis sur le marché. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a un système de veille sanitaire qui est à améliorer par rapport à ces produits et on n'a aucun moyen, ou alors très très peu de moyens aujourd'hui, de porter un diagnostic sur la prise de telle ou telle substance quand il s'agit de ces nouveaux produits. C'est-à-dire que quand c'est fait aux urgences ou en prise en charge hospitalière, une analyse urinaire, de toxique urinaire, nous permet de savoir
quelle molécule a provoqué quel dégât. Aujourd'hui, on est en incapacité de savoir, quand l'analyse urinaire est faite, si il s'agit de telle ou telle substance. On doit obligatoirement se baser sur le déclaratif de la personne, quand elle est capable de nous informer là-dessus, d'une part, et secondo, quand elle est en capacité de nous informer sur la nature de la substance, on l'a très bien souligné tout à l'heure, on ne sait pas en fait, a priori, quel est véritablement le produit contenu dans la poudre qui a été vendue. Ce qui fait que ça rend très très complexe le développement de l'information scientifique sur la toxicité, les effets, les méfaits de tous ces produits. Donc on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, quelle transition Grégory. Voilà. Juste une petite précision, la mission XBT c'est une mission qui développe l'analyse des drogues au niveau national, synthèse ces systèmes d'identification nationale des toxiques et substances, et trend signifie tendance récente et nouvelles drogues, je préférais le repréciser. Voilà. Vincent, juste une intervention mais extrêmement courte, il faut avancer. Oui, merci. Donc Vincent Bensou, je travaille à Technoplus. En fait, j'ai travaillé sur le flyer, sur les RC avec Sébastien et Léo. Et donc juste pour vous en dire deux mots, nous on a commencé à vouloir travailler là-dessus parce qu'on a effectivement vu qu'il y avait une augmentation. Alors pas d'alarmisme, c'est vraiment on est au début peut-être d'une tendance. On voit que ça commence à arriver dans le milieu festif. Et donc on a travaillé en reprenant toujours la méthodologie de Technoplus qui est d'investir la cible dans l'élaboration des actions. Et donc on a eu l'idée d'aller voir Psychonautes pour proposer les maquettes des flyers qu'on était en train de réaliser aux consommateurs de RC eux-mêmes et avoir leur avis. Et on a eu des très bons retours. Et ça nous a aussi permis ça m'a permis d'aller un peu sur ce forum que je connaissais mal, même si je l'utilisais, comme je pense beaucoup d'entre vous, parfois comme ressource documentaire sur des molécules peu connues. Et j'étais vraiment surpris par la qualité du travail de réduction des risques, je dirais naturel, parce que c'est absolument pas professionnalisé, il n'y a pas de formation, c'est vraiment naturel. Ils ont réinventé la réduction des risques. Et voilà, je voudrais vraiment rendre hommage à ce travail-là et dire que si, à l'heure où en ce moment je pense qu'on commence à réfléchir à des stratégies de prévention par rapport au RC, ça serait peut-être une bonne idée de s'appuyer sur l'existant plutôt que de vouloir réinventer la roue. Et que là, on a quand même une ressource qui est énorme. Merci. Merci beaucoup Vincent. Des questions, des remarques? Bonjour, Dominique, Chalon-sur-Saône, Carude. Moi, c'est pas une question, mais c'est un témoignage. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec Médecins du Monde sur l'analyse de produits, qu'on propose ça à tous nos usagers quand ils rencontrent des effets qui ne sont pas escomptés avec les produits. Et j'invite vraiment tous les gens qui travaillent avec des usagers à proposer ça, parce que les usagers sont vraiment contents et c'est vraiment un outil de réduction des risques qu'ils utilisent et qu'ils apprécient. Dans le dispositif, Roberto de la mission Squat Paris, on travaille intimement et on développe l'analyse de drogue dans notre programme avec XBT. Et ce qu'on n'a pas souligné, mais qui est vraiment important dans le dispositif parisien en tout cas, c'est que les collectes de produits se font dans des toxitubes et permettent directement aux usagers, dans les squats notamment, de pouvoir transporter sereinement les produits vers le dispositif. On fait des analyses tous les mardis, ça va évoluer vers d'autres jours je pense, mais il y a une participation vraiment active des usagers collecteurs pour le coup, et qui souvent participent au dispositif, y compris en incitant les personnes à faire analyser leurs produits dans certains lieux. Il y a une arrivée massive de certains produits et c'est toujours heureux de pouvoir faire ces analyses pour savoir qu'est-ce qui est dedans, quoi. Voilà. Alors, pour préciser, ces toxitubes, ce sont des tubes de prélèvement avec des solvants chimiques, qui est une première étape de l'analyse par chromatographie sur couche mince. Je vais mettre là. Et effectivement, la quantité nécessaire pour l'analyse est de l'ordre d'une tête d'allumette, ce qui est extrêmement peu. Donc du coup, ce qui facilite effectivement le don de l'usager du produit. Et effectivement, une fois dans ce tube, c'est quand même plutôt impropre à la consommation et la quantité est infime. Donc voilà. Du coup, ça permet plus facilement de transporter, et pour les usagers aussi de voir qu'effectivement, même pour nous, par exemple en tant que professionnels, il n'y a pas de prise de produit enfin, ils voient précisément qu'on le met dans le tube et que c'est à destination d'analyse. Il n'y a pas de confusion des gens sur un produit qui serait détourné pour consommation personnelle par l'intervenant.
ça va. D'autres remarques ou questions? Oui. Bonjour, Emmanuel, je coordonne le dispositif synthèse à l'OFDT. J'avais une petite question sur, mais c'est qui amène à une remarque sur les questions que pose l'apparition de ces nouvelles drogues. La question c'est par rapport à la circulation de l'information. Par exemple le système TEDI, que je trouve très intéressant. En tant que membre de l'Early Warning System, donc le système qui regroupe les pays de l'Union européenne qui échangent sur les signalements, les overdoses et tout simplement l'information sur les produits. J'en avais pas entendu parler. Souvent, on voit qu'il y a beaucoup d'informations sur ces produits qui sont très disparates et j'espère qu'un échange comme ce forum-là peut pallier à ça. Mais on voit que ça... Nous, on a un problème donc à l'OFTT, c'est de pouvoir parler de ces produits, de pouvoir donner de l'information. Parce qu'on est dans un rapport un peu schizophrène avec cette information, comment informer sans promouvoir. Et on voit que c'est très difficile, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces produits, on commence à les voir apparaître. On récupère beaucoup de signaux, mais on voit aussi qu'on en rate énormément parce que certains usagers aussi qui sont satisfaits peut-être avec leur consommation, peuvent aussi hésiter à en redonner, à faire partager leur expérience, de peur que ce produit devienne interdit ou si on en parle trop, quoi. Ce qui est en général pas le cas, puisque les services répressifs sont, comme l'a fait remarquer Alexander, sont bien plus... ont beaucoup plus de moyens et sont bien capables par eux-mêmes de signaler et identifier ces produits. Voilà, je ne sais plus où je voulais aller, mais voilà, c'était sur cette circulation d'informations qui me paraissait important, et sans parler de la représentation de ces produits, ce que ça mène sur l'interdit, etc. Et puis ce qui est intéressant aussi pour l'analyse des drogues, c'est qu'effectivement on est vraiment sur la confrontation de croyances. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs, de croyances, de mythes, et la confrontation à ce que c'est réellement, et c'est ça qui est intéressant et ce qui permet voilà, de discuter, d'entamer le dialogue. Rebonjour Thomas. Est-ce que c'est pas possible de faire une plaquette d'infos sur les sites internet existants? J'ai appris qu'il y en avait 4 classifications différentes, les sérieux, les pas sérieux, les pas du tout sérieux et les commerciaux. C'est la même chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas informer les utilisateurs pour qu'ils aillent sur ces sites s'ils désirent consommer de la bonne qualité plutôt que prendre de la merde? Bon, je sais que c'est pas possible puisque c'est interdit de promouvoir dans la loi, mais en même temps les fabricants vont toujours trouver de nouvelles molécules comme vous le dites souvent, donc ça repose encore la question de l'interdit des drogues au fur et à mesure qu'elles apparaissent sur le marché et que Synthèse les découvre. Ouais, alors ça on y est. C'est vrai que c'est une question assez épineuse, à savoir est-ce qu'on met à disposition ou pas. Bon, on ne l'a pas fait pour des raisons d'abord juridiques, hein. Parce que voilà. Faut savoir cependant qu'il existe un site qui s'appelle Safe or Scam. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'arnaque? Saferscam.com, il est mentionné sur Psychonautes dans le topic Research Chemicals mode d'emploi. En fait, c'est un site communautaire qui permet, en fait, on entre l'adresse du site qu'on a trouvé et il y a une note sur 10 et il y a une note sur les 30 derniers jours sur 10 également, avec des commentaires d'utilisateurs. Sachant qu'on ne peut pas s'inscrire sur le site, mais que c'est la personne qui a créé le site, qui a donné ça à 2 contacts, qui elle-même donne un code de référence avec un parrainage à un autre contact. Si jamais il y a un vendeur qui est découvert, il est banni, et le neveu également. Donc c'est un truc quand même vraiment fiable, et qui permet vraiment de savoir qui vend quoi, et quelle qualité on peut en escompter.
Ça, je crois que c'est assez intéressant à penser à ça, parce que c'est vraiment, là on a eu ces échantillons de MDAI qui a eu différentes autres substances dedans, on a mis sur notre site internet, les usagers ont mis ce résultat dans les forums, et puis c'était assez clair, après c'était vendu sur quel site internet. Hein. Et puis après il y a eu la remarque sur ça que tu as dit en avant, c'est vraiment aussi la contrôlation d'eux-mêmes. Et puis je crois qu'il ne faut pas inventer la roue tout nouveau, il faut vraiment utiliser les choses qui sont déjà là, déjà mises sur place. Et puis ça, je crois que ça marche très bien avec vraiment avec les données analytiques sur les produits, parce que c'est une donnée analytique et puis les gens croient aux données. Hein. Tout le monde existe sur le même côté. Et puis sur le côté research chemicals, je peux aussi un peu dire que un drug checking a aussi l'effet que les gens, s'ils trouvent l'MDMA dans une qualité satisfaite, ils ne sont pas tellement intéressés à prendre quelque chose de nouveau qu'ils ne sachent rien sur ça. Et puis à cause de ça, je crois aussi qu'en Suisse ou à Zurich, la consommation des RC, ce n'est pas vraiment un thème. C'est seulement des groupes, les psychonautes, mais les psychonautes ne provoquent pas tellement des problèmes parce qu'ils sont vraiment très bon informés. Ce n'est pas tellement un problème pour la réduction des risques. Ils font la réduction des risques eux-mêmes. Et puis ça, souvent, dans un bon chemin. Mais les effets du drug checking, que les usagers, ok, il y a l'ecstasy à 120 mg, ok, ça c'est très intéressant, je suis content avec ça, pourquoi consommer quelque chose qu'on ne connaît pas? Il y a aussi cet effet-là qu'on voit. Ouais, je voulais effectivement rebondir sur cette démarche de contrôle qualité. L'autorégulation du marché, effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque et qui est plutôt quelque chose de peut-être un facteur protecteur. Et c'est une bonne chose qui est, à mon sens, hein, qui est cette espèce de notation eBay, un petit peu copiée sur le modèle eBay. Pourquoi pas? Cela dit, la satisfaction de l'usager et pas forcément à mettre directement en lien avec la composition du produit. C'est-à-dire qu'il peut arriver, et ça on le regarde en faisant analyser des substances, quand les usagers nous demandent d'analyser des substances, qu'il y ait des effets indésirables marqués, notés par les usagers, qui motivent donc l'information par une analyse d'un produit, et le résultat en fait est conforme à l'attente initiale de l'usager, malgré le ressenti d'effets indésirés, indésirables, voire considérés comme importants ou graves. Donc il peut y avoir aussi, et c'est parfois une question de concentration, parfois une question de ressenti, donc le ressenti de l'usager, c'est quelque chose de complexe et qui n'est pas forcément à mettre directement en lien avec la composition. C'est un premier élément que je trouve intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant, hein, cette démarche de notation et de dire tel site m'a vendu de l'arnaque, etc. Cela dit, la confrontation avec l'analyse, ça ne se substitue pas à la confrontation à l'analyse, à mon sens. Et c'est en tout cas ce qu'on regarde, ce qu'on observe souvent, en fait, quand on développe l'information des usagers via l'analyse de drogue. Et donc ça peut être intéressant aussi de confronter son ressenti à une analyse et savoir qu'est-ce qu'on a ressenti en fonction de quel produit on a consommé. Et donc ça c'est une notion intéressante. Alors oui, je vais noter, absolument. Merci. Oui, juste une petite anecdote, là, comme j'ai beaucoup aimé la question tout à l'heure sur l'idée de promouvoir les sites qui vendraient les produits, qui ne feraient pas d'arnaque. Nous, on s'est aussi posé la question à Technoplus pour notre flyer. Finalement, on a fait la promotion comme psychonaute de ces Force Cam, en disant que malgré ce que tu disais, Grégory, qui est carrément vrai, c'est quand même mieux que rien. Mais sur Psychonaute, donc, il parle jamais de sites de vente en ligne. Et c'est vrai qu'on se pose tous un peu la question, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut pas en parler? Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs personnes en fait, il y a un documentaire qui a été réalisé par France 2, je crois, et qui tourne sur Psychonaute, et où les gens, en fait, on voit un smart shop dans le documentaire.
Et donc c'est quand même assez marrant de voir que les gens utilisent un documentaire de France 2 pour trouver une adresse de site, et que là, France 2, ils ne se sont pas posé la question. Et oui, d'ailleurs, j'ai regardé la date et ça correspond, en fait, dans les statistiques du forum, j'ai regardé que suite à la diffusion du reportage, il y a eu une augmentation énorme pendant les 4 jours suivants du nombre d'inscrits sur Psychonautes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, vraiment, je pourrais vous les montrer si vous voulez. En gros, la barre elle fait ça, le lendemain elle fait ça. On est passé de 10 à 52 usagers inscrits par jour pendant les 4 jours suivants. Donc voilà. Oui, c'est par rapport à ça, et puis ce que tu disais, Alexander, sur la situation à Zurich. Nous, on sait que voilà, qu'il y a le public forum, enfin initié, comme on les appelle dans le langage, pour l'observatoire, qui ont un comportement spécifique, rationnel par rapport à leur consommation, etc. Ce qui interroge davantage, c'est les publics que l'on n'arrive pas à voir, qui sont davantage cachés, qui ne vont pas interagir sur les forums, et puis ceux qui vont aller vers ces consommations de produits commerciaux, sans même de toute façon se dire que c'est peut-être des produits psychoactifs et pas des stimulants vendus par-dessus le comptoir en pharmacie, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment ça, ces personnes-là, et pour l'instant on ne sait pas la diffusion de ces produits. On a des touches par-ci par-là, des fois les analyses biomédicales après un délit routier, etc., qui au petit bonheur la chance montrent qu'il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas. Donc voilà, on a l'impression que ça se diffuse, on ne sait pas son importance, et plus il y a la médiatisation de ce phénomène, et plus effectivement il va y avoir des petits nouveaux sur le marché. Merci, dernière intervention, parce qu'il est 13h. Merci. Éric Bergeau, donc personnel du ministère de la Jeunesse. Tout d'abord, je voudrais vraiment souligner la qualité de l'atelier. Pour moi, il a été riche d'enseignements à plusieurs titres, à la fois sur l'évolution des comportements de consommation, l'évolution des pratiques festives, l'engagement des jeunes et également sur l'évolution de la RDR. Ensuite, je voudrais indiquer qu'il est vraiment très important en milieu festif de favoriser le dialogue entre les acteurs de prévention et de réduction des risques et les services de secours. Dans le respect, bien sûr, des compétences et des missions de chacun, je coordonne aussi les actions de prévention sur le Printemps de Bourges. J'ai à ma droite et à ma gauche 2 acteurs de prévention et de réduction des risques qui interviennent sur le festival. Et on a eu le cas cette année. On a vraiment eu un réel dialogue entre les personnes en charge du poste médical avancé et les acteurs de RDR. Bien sûr, c'est un travail de plusieurs années, mais il faut véritablement que les 2 types d'intervention soient complémentaires. Alors merci. Alexander, une petite remarque. Ouais, travaille ensemble avec les différents piliers. Tu travailles dans le milieu festif, pilule, pas pilier. C'est aussi une grande tradition en Suisse. Hein. Et puis je veux vraiment encourager ce que vous avez dit. Hein. C'est vraiment important. Tous les piliers sont des spécialistes, ils ont un job à faire, mais ça donne toujours la possibilité de travailler ensemble. C'est sûr que nous, on ne donne pas des informations sur les usagers à la police, mais on donne des informations sur les produits qu'on analyse à la police, et puis la police nous donne aussi des informations sur les produits qui sont analysés à nous, à utiliser dans notre travail. Et puis c'est aussi la formation pour la police, aussi la formation pour les agents de sécurité qu'on fait vraiment sur les bases de données, des choses qu'on analyse sur site. Et puis cette mixture, je crois que c'est très important d'avoir un but commun, et puis on peut arriver à ce but, c'est la santé individuelle. Je crois que la santé individuelle, c'est le plus grand point moral, et puis tout le monde peut soutenir ça. La police, les ambulances et nous. C'est très important à travailler ensemble. Merci beaucoup. Je suis ravie de cet atelier. Je trouve qu'il est très intéressant et ça montre à quel point la réduction des risques a encore de nouveaux chantiers. Et il faut vraiment inventer effectivement une manière sans doute de développer cette réduction des risques sur les sites internet. Et voilà, ça ne fait que commencer. J'espère qu'on pourra se réunir à nouveau d'autres fois pour continuer à réfléchir et à faire avancer l'RDR. Merci beaucoup.